Ok, c'est parti. Ok, bonjour tout le monde. Ok, et donc c'est notre séance exceptionnelle le soir parce que je peux pas faire cours demain. Et on regarde encore les deux derniers exercices de la feuille 4. Et donc c'est aussi les deux derniers exercices de la partie d'arithmétique. Et après, on va regarder l'exercice de la feuille 5 qui sont sur la notion de groupe, et morphisme de groupe et isomorphisme et tout ça. Donc ça, c'est la deuxième partie du cours, c'est l'algèbre. Mais quand même, par exemple, pour l'examen final, et donc euh, euh, ce qui est important, c'est toujours la partie d'arithmétique. Donc c'est la première partie du cours. Et donc, on doit vraiment faire des efforts pour comprendre tout ce qu'on a déjà appris pendant la première partie, d'accord? Ok, très bien. Et donc maintenant, on regarde l'exercice 8. L'exercice 8. Exercice 8. Ok, donc ça, c'est sur l'algorithme de RSA, qui est un algorithme dans la cryptographie. Donc, on peut dire que la cryptographie, c'est une application de la théorie de nombres, de l'arithmétique. Et en fait, ça sert à quoi? Et en fait, ça, c'est très simple, puisque juste avec tout ce que vous avez déjà appris, on peut, si vous voulez, on peut même avoir cette idée par nous-mêmes, en fait. Parce qu'en gros, c'est qu'on veut chiffrer un message secret, et donc on veut on veut le envoyer à quelqu'un d'autre d'une façon encryptée. Et donc, comment on peut faire ce chiffrement et déchiffrement? Ok, donc en fait, non, ça c'est pas ça. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le polycopier. Ah, il y a un problème. Ok, laisse tomber. Ok, je vais écrire ça. Ok, c'est tout simple. C'est tout simple. En fait, on cherche d'abord. Ok, soit on a un message à envoyer, donc disons X. En fait, on suppose que X est dans un ensemble fini. Par exemple, c'est dans un ensemble fini à n éléments. Donc, on peut aussi imaginer X comme juste une classe de concurrence modulo n. Parce que dans l'ensemble de classes de concurrence modulo n, il y a bien n éléments. OK, donc maintenant, on veut envoyer ce message d'une manière encryptée. Donc, c'est-à-dire qu'on a une application qui a X associé à son message encrypté. Donc, disons X puissance E. Et après, donc, on a une application qui est l'inverse de F, qui envoie. Donc, c'est la même type d'application, mais avec un paramètre différent. C'est qu'on envoie Y à Y puissance D. On veut que les deux applications sont l'inverse l'une à l'autre. C'est-à-dire que if rond J et J rond F sont, sont, sont les applications identiques. Ok, d'accord? Ok, donc c'est-à-dire que X puissance E et après puissance D doit être conclu à X modulo N. Et c'est pareil pour X. Donc, en fait, les deux conditions sont juste équivalentes. F rond J et J rond F. Parce que X puissance E puissance D, c'est égal à X puissance D puissance E. Donc, maintenant, la question, c'est comment on peut trouver D et E, peut-être que X puissance DE est toujours conclu à X modulo N. Ben, c'est juste les exercices qu'on a déjà regardés ce lundi ou quoi. Donc, maintenant, on suppose que N est un produit de deux nombres premiers. Et en fait, pour que cet algorithme peut marcher, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment un chiffrement comment dire, sécurisé, il faut trouver deux nombres premiers très très grands, parce que pour ça, c'est difficile pour les ordinateurs à décrypter, parce que sinon, si on prend juste deux petits nombres, et donc c'est trop facile pour les ordi à essayer juste tous les choix possibles, et donc il y a rien qui cache. OK. Donc, en fait, en pratique, quand on applique vraiment cet algorithme, il faut choisir deux nombres premiers qui sont très, très grands. Et après, d'après ce qu'on a vu, par exemple, on sait que
si x n'est pas divisible par q, n'est pas divisible par p, x puissance p moins 1 est toujours conclu à 1 modulo p pour x inversible dans p. Donc, dans ce cas-là, on a x puissance p est conclu à p. Mais en fait, quand x est divisé par p, bien sûr, on a aussi que ça, et donc c'est-à-dire x puissance p est conclu à p pour tout x. On fait aussi c'est pareil pour q. D'accord? Pardon, x. Et donc, par le théorème chinois, on veut chercher un DE tel que x puissance DE est conclu à x modulo p et modulo q en même temps. Et comme ça, on peut conclure que x puissance DE est conclu à x modulo le produit de p et q. Ça, c'est vraiment le théorème chinois qu'on utilise toujours et toujours. OK. Mais maintenant, on sait déjà que p est un nombre qui satisfait cette condition-là. Mais en fait, si DE est divisible par P-1, juste par le même type d'argument ici, on peut montrer que x puissance DE-1 est en fait conclu à comment dire, x puissance DE est toujours conclu à x. OK? Si DE-1 est un multiple de P-1 et Q-1, OK, en fait, on peut le reformuler comme ça. En fait, les deux conditions sont juste équivalentes. C'est juste une autre façon d'écrire ça. C'est-à-dire que DE est conclu à 1 modulo PBCM de P-1 et Q-1. Donc, c'est-à-dire que DE-1 est à la fois divisible par P-1 et Q-1. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, juste avec ce même type d'argument, on peut montrer que x puissance DE est toujours conclu à x, modulo P et Q, donc modulo le produit de P et Q. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir cet algorithme. Et donc, comment on peut avoir un exemple concret? Donc, c'est le but de cette question. Dans cette question-là, on a E égale à 37 et N égale à 65. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est de trouver P et Q. Mais bien entendu, j'ai dit déjà qu'en pratique, il faut chercher deux nombres premiers qui sont très, très grands. Et donc, dans cet exemple-là, bien sûr, ça ne sert pas à vraiment encrypter un message du tout, mais c'est juste pour vous faire voir comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, 30, 65 est le produit de 13 et 5, qui sont deux nombres premiers. Et donc, on peut calculer le PBCM de P-1 qui est égal à 12 et Q-1 qui est égal à 4, qui est égal à 12. Donc, maintenant, il faut trouver DE tel que le produit de DE est conclu à 1 modulo 12. Et on sait que 36, oh non, on a déjà E égale à 37. OK. Mais 37 est conclu à 1 modulo 12 déjà. Donc, un choix évident pour D, c'est juste D conclu à 1 modulo 12. En fait, dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant du tout, parce qu'on voit que l'application F définie par x envoyé à x puissance E, c'est toujours l'identité modulo n. Pourquoi? Parce que E qui est égal à 36 est conclu à 1 modulo 12, c'est-à-dire que x puissance 37 est toujours conclu à x modulo n. Donc, c'est vraiment l'identité modulo n. Donc, en fait, dans ce cas, on peut dire que cet algorithme d'encryptement ne marche pas du tout parce que
Il n'y a rien qui se cache. Donc, le message secret, c'est juste identique au message initial. Donc, dans la deuxième question, c'est quoi la deuxième question? OK, Bob transmet le cryptogramme 3. Quel est le message initial? Et donc, c'est juste 3 lui-même, parce qu'on voit que F, dans ce cas, c'est juste l'identité. Donc, en fait, donc quand on voit un cryptogramme, on sait tout de suite que ça, c'est juste le message initial. OK, donc, ouais, donc c'est pas intéressant du tout. C'est pour ça qu'on sait qu'il faut bien choisir N et aussi D et E. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher pour n'importe quelle paire de D et E qui satisfont ces conditions. Il faut vraiment bien choisir pour notre but de encryptement. OK. Donc maintenant, on regarde un autre exemple donné par n égale à 77. Est-ce que ça peut marcher cette fois? Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est la factorisation. N est le produit de 7 fois 11. OK. Donc, la même chose, on calcule le PBCM de P-1 et Q-1 qui est égal à 30. Et maintenant, on cherche un nombre, ou plutôt une classe de congruence modulo 30, tel que DE est concu à 1 modulo 30. OK, dans ce cas-là, E qui est égal à 37 est concu à 7 modulo 30. Donc, la question, c'est comment trouver D tel que D fois 7 est concu à 1 modulo 30. Avec le langage d'un groupe, c'est juste de chercher l'inverse de 7 dans le groupe Z modulo 30 étoiles, d'accord? OK, donc il faut trouver l'inverse. Donc, D, c'est... OK. D, c'est juste l'inverse de 7 dans ce groupe-là. OK. Comment trouver l'inverse? OK. C'est toujours la même chose, c'est l'algorithme d'Euclide. On cherche une relation de Bézout et avec la relation de Bézout, le terme où on voit le produit de 7 avec un autre truc, nous donne la réponse de l'inverse de 7, d'accord? OK, donc je fais encore une fois l'algorithme d'Euclide pour vous montrer comment trouver une inverse d'un élément qui est une classe de congruence, parce que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, maintenant, on prend 30 et 7. Donc, on fait l'algorithme d'Euclide pour 30 et 7. Et après, on prend 7 et 2. Et on voit 1 et donc on a gagné. OK. Donc, ça, c'est la relation de Bézout qu'on trouve. Et donc, modulo 30, on voit que 1 est concu à 13 fois 7, modulo 30. Parce que modulo 30, ce multiple de 30, s'annule automatiquement, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que 13, c'est l'inverse de 7, modulo 30. Donc, on me dit que on peut prendre D égale à 13. Ou plutôt conclu à 13 modulo 30. Parce que D est unique modulo 30, mais n'est pas un nombre, mais n'est pas unique au sens où si on regarde D comme un nombre entier. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, l'application F est définie par OK, X envoyé à X puissance 7. Et G, c'est l'application définie comme ça. Donc, si on voit 3, qui est l'image de X,
par l'application f. Comment on peut retrouver f? Donc, c'est juste, on prend g, qui est l'inverse de f. Et donc, x est conclu à x puissance 7 puissance 13, qui est 3 puissance 13, module 30. Donc, ça, c'est l'image initiale de x, de Bob. OK. Il y a des questions? OK. OK, je crois que c'est pas vraiment difficile parce que c'est juste les outils qu'on a déjà vus, mais c'est très intéressant parce que ça montre que quand même, l'arithmétique est utile dans un sens pratique, c'est-à-dire que ça peut avoir des applications dans la vie quotidienne et en industrie et tout ça. Donc c'est pas que de problèmes purement mathématiques qui intéressent personne, mais ça peut avoir des applications. OK, c'est très intéressant quand même. OK. Donc sinon on continue. Dans l'exercice 9, donc ça, c'est sur l'écriture décimale. Donc, on n'a que 1 sur 7. Si on considère l'écriture décimale, donc on voit qu'il y a une période. Donc, c'est 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et après, pour toutes les fractions de cette forme n sur 7, ça, c'est toujours 0, une période qui sont des permutations parmi eux. C'est-à-dire, par exemple, si on voit que si on met, par exemple, donc pour 1 sur 7, on a d'abord 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et si on met 7 à cette place-là, et on voit que ça nous donne juste 5 sur 7. Donc, c'est 7, 1, 4, 2, 8, 5. Et après, c'est pareil. Par exemple, si on met 5 ici, et ça nous donne 5, 7, 1, 4, 2, 8. OK, donc en fait, la question, c'est vraiment très, très vague. Qu'est-ce qui se passe-t-il et pourquoi? Mais ça, c'est une illustration de ce que vous avez vu en cours. C'est que comment on peut expliquer, par exemple, la longueur de période sur l'écriture décimale pour un nombre rationnel. OK, donc on va expliquer ça. Donc déjà, il faut expliquer pourquoi la longueur de cette période est égale à 6. C'est-à-dire que pourquoi ça se répète tous les 6 chiffres décimales. OK. OK, on va regarder ça. En fait, on a une écriture décimale de 1 sur 7 qui est égal à 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 qui se répète comme ça. Et donc, comment on peut écrire juste, comment on peut retrouver ce nombre-là? En fait, on multiplie juste ce truc par 10 et on voit bien que, en fait, donc 10 fois 1 sur 7, c'est égal à ce truc-là. Et si on soustrait ce truc par le nombre initial, et on trouve... Ah non, ça c'est 10 fois 10 puissance 6, pardon. OK. Ouais. Parce qu'on veut bien décaler juste la totalité de cette période, ouais, pour pouvoir faire ce genre de soustraction et pour avoir ce nombre-là. OK. Qui est égal à 1 sur 7. Oh non, 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 je dis n'importe quoi. Okay. Qui est égal à cette période.
1, 4, 2, 8, 5, 7. D'accord? En fait, ça, c'est aussi vrai pour trouver la longueur d'une écriture quelconque. Par exemple, pour 1 sur 13, donc on suppose que la longueur est égale à D pour la période dans l'écriture décimale. Et donc, il faut trouver, donc en fait, donc la période est égale à 1 sur 13 fois 10 puissance D moins 1. Donc, c'est 999. Il y a 10 chiffres, des chiffres de 9. OK. OK. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'on peut avoir D puissance 10 puissance D moins 1 divisible par 13 en question, mais dans cette question, c'est 7, mais on sait déjà que ça, c'est 6. En fait, c'est juste, il faut trouver un D d'être que 10 puissance t est conclu à 1 modulo, par exemple, dans cet exemple, c'est modulo 13. En fait, avec le langage dans la notion de groupe, ça, c'est juste l'ordre de 10 dans le groupe Z sur 13 étoiles. C'est l'ordre d'un élément. Mais bien sûr, il y a plusieurs dés qui peuvent marcher. Par exemple, si un dé marche, tous les multiples de dés marchent aussi, par exemple 2 dés marchent. Et dans ce cas-là, on peut aussi dire que ouais, la longueur de la période, c'est 12. Ouais, c'est vrai, parce que ouais, ça se répète tous les 12 chiffres aussi, mais c'est pas la longueur minimale. Et donc, c'est pareil ici, on veut trouver D minimal, peut-être que D puissance D est égal à 1. Donc, ça, c'est précisément la définition de l'ordre d'un élément dans ce groupe-là. OK, donc comment déterminer la longueur de la période dans cette écriture décimale pour une fraction? Et donc, il faut trouver l'ordre de 10 dans ce groupe-là. OK, en fait, on suppose toujours que 10 est inversible dans cette classe, mais si, par exemple, 10 n'est pas inversible dans cette classe, c'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 ou 5 qui apparaissent là, qu'est-ce qui se passe-t-il? On peut avoir des écritures comme ça. C'est-à-dire que donc, on a une écriture mixte. Donc, d'abord, on a quelque chose qui ne se répète pas, et après, on a une période. Et soit on a juste un nombre fini de décimales. D'accord? OK, ça, c'est pour le cas où 10 n'est pas inversible dans Z modulo NZ étoile. OK. 10 n'est pas inversible modulo N. OK. OK, donc, dans notre question, donc c'est ça. OK, c'est-à-dire que cette période est juste égale à ce truc-là. Et donc, c'est bien sûr, c'est pareil pour n sur 7. Donc, n sur 7 fois 10, 10 puissance 6 moins 1 est égal à ce qu'on voit en question. Donc, c'est une permutation de ce nombre-là. Par permutation, je veux dire qu'on on met par exemple 7 dans la première place, et après, on fait genre 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. OK, donc comment on peut écrire cette opération de permutation avec des calculs? C'est-à-dire que comment on peut transformer ça en ça. Est-ce qu'on peut écrire cette opération avec des calculs? On peut pas faire une multiplication? Par? Ben, ça dépend. Ici, par exemple, Oui, par exemple, ouais, par euh, exemple. ici, ben, Ouais. on voit que 5 septièmes est égal à 0,71425. 5? 5 sur 7. Ouais, 5 sur 7, ouais. Et en fait, ça n'est autre que 5 fois 1 septième. Ouais, c'est ça. Donc, on peut faire 1, 4, 2, 8. C'est 5, 7 fois 5.
Ah oui, ah, mais en fait, la question, c'est, est-ce que, ouais, bien sûr, ça, c'est ce qu'on sait déjà, c'est que ça, c'est ce qu'on observe. Mais maintenant, c'est que, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Ah, ça correspond à la permutation? C'est-à-dire comment, maintenant, on veut juste, ouais, on ne sait pas que les deux correspondent ou écriture de 1 sur 7 ou 5 sur 7. C'est juste qu'on veut exprimer cette transformation par permutation. C'est-à-dire que, ouais, comment on peut écrire, par exemple, oui, ça, c'est l'écriture décimale en, par exemple, en ça. OK. Et ça, c'est la question. Mais en fait, ouais, OK. Je vais expliquer ça. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est pas très difficile parce qu'on voit bien que, en fait, si on fait. OK. Ah, peut-être c'est plus facile dans notre direction, c'est-à-dire que c'est plus juste. facile de mettre un ici. OK. Peut-être c'est plus facile d'abord de regarder cette direction-là, parce que en fait, on voit que si on multiplie On prend, ce nombre par 10, ah oui, oui, vas-y, oui, Ellie. on peut prendre en fait 4, 2, 8, 5, enfin 4, 2, 8, 5, 7, c'est le reste de la division de 1, 4, 2, 8, 5, 7 par 100 000. Euh, ouais, et après? Et donc, du coup, on prend ce reste-là et on lui ajoute 1 à la fin. Je ne sais pas comment le dire, mais C'est-à-dire qu'il faut il faut prendre le reste par. euh, tu veux dire encore une fois ce que tu veux écrire? non. Hmm. En fait, 4, Ouais, 2, 8, 5, 7, ouais, 4, 2, c'est 8, le 5, reste, 7. Ouais, c'est le reste de la division de 1, 4, 2, 8, 5, 7 par 100 000. par 100 000. Hmm, mais lui, il est plus grand que ce nombre-là, non? Comment? Et C'est-à-dire après, que. il faudrait. Ah, Ouais. euh, ah oui, excusez-moi. Après, il Ah faudrait non, faire c'est pas grave. x10. OK. Après, il faudrait faire x10 et rajouter. Ouais, d'accord. Ouais. OK. OK, je vais expliquer ça. OK, en fait, c'est très simple ici, parce que, ouais, on multiplie juste ça par 10 d'abord, et après, ouais, on, on, on fait la soustraction par 10, 10 puissance 6, et juste pour faire annuler ce premier chiffre. Et après, il faut ajouter encore une fois le 1 euh, aux dernières places, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. OK, c'est pareil pour, par exemple, si on veut changer ça, si on veut mettre 4 ou derrière, comment faire? Donc, OK, donc juste pour être cohérent, je vais écrire comme ça, C'est d'accord? pas moins 10 puissance 5. Où ça? Non, pardon, Ah ouais, excusez-moi, pardon, ouais, je crois que ça, c'est bon déjà. OK. Ça, c'est juste l'opération algébrique qu'on utilise pour transformer ce chiffre-là en ce chiffre. D'accord? Et donc, ça, c'est la permutation. Et donc, maintenant, on voit bien que pourquoi ça correspond à à notre écriture décimale. Parce que ici, ça, c'est égal à. D'accord? D'accord. OK, parce qu'on sait déjà que ce truc-là, c'est euh, c'est 1 sur 7 multiplié par ce truc. Et donc, on voit encore une fois ce truc qui est 9, 9, 9, 9, 9. D'accord? Et donc, après, on prend le diviseur en commun et on fait la factorisation. Et après, on voit que ça correspond à l'écriture décimale de 3 sur 7. Et c'est pareil pour ça, puisque ça, c'est égal à.
OK. Mais on sait toujours que 2 sur 7 multiplié par 99999 nous donne la période qui apparaît dans l'écriture décimale. D'accord? OK, c'est pour ça qu'en fait, on a lié les deux. C'est-à-dire que d'une part, on a écrivé cette opération de permutation en termes d'opération algébrique et d'un autre côté, on voit que ça correspond à l'écriture décimale de juste un autre membre dans cet ensemble n sur 7. D'accord? Et donc, ça explique à peu près qu'est-ce qui se passe dans cet exercice-là. OK. Vous avez compris l'idée? Ouais, parce que la question, c'est vraiment très, très vague. C'est juste pour faire voir comment on peut expliquer ce genre de phénomènes qui sont liés à l'écriture décimale. Parce que je crois, quand j'étais petit, on m'a montré ce genre d'exemple pour me faire comment dire, voir, les mathématiques étaient très intéressantes et parfois on faisait ce genre de jeu avec les chiffres, avec les nombres et on voyait bien que parfois il y a il y a ce genre de périodes mystérieux qui apparaissent. Ouais. Et en fait, c'est très facile à expliquer avec l'arithmétique. Donc, c'est tout simplement ça. Monsieur, pourquoi il y a un 4 fois? Pourquoi il y a un 4 fois? Oui, parce que dans ce cas-là, on veut mettre 4 à la dernière place. Et donc, quand on fait... Mais il n'est pas sur, dans l'égalité juste après, il a été oublié, non? oui, ça c'est... c'est moins 4, pardon. Oui, c'est moins 4, ouais. Ouais, ça doit être moins 4, ouais. Ouais, sinon c'est pas correct. Oui, parce que déjà, c'est comme ça. Et donc, on veut faire, c'est que on enlève ce 4. Et donc, on fait comme ça. Et après, on ajoute 4. Dernière place. Oui, c'est comme ça. Oui, et bien sûr, oui, le 4 réapparaît encore une fois ici. Ouais. OK, il y a encore des questions? Juste, c'est possible de réexpliquer rapidement la fin de l'exercice, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Le quoi de cet exercice? C'est possible de réexpliquer juste, enfin, comment on a procédé pour comprendre la période? Comment on a pour comprendre la période? C'est-à-dire que cette partie-là, tu veux dire? Oui, exactement, oui. Ah, OK. En fait, d'abord, OK, donc le processus standard, c'est de trouver d'abord l'ordre de 10 dans ce groupe. Pourquoi? En fait, ouais, ça, c'est expliqué dans le polycopier, parce que je crois que c'est pas nécessaire de refaire le cours encore une fois, mais ça, c'est dans le polycopier. En gros, l'idée, c'est juste qu'on voit bien que, en fait, cette écriture, cette période correspond toujours à cette forme, c'est-à-dire que c'est toujours à 99999 et divisé par ce nombre-là. Donc, c'est-à-dire que ce nombre doit diviser 9999 pour un D qui convient. Donc, maintenant, c'est de trouver la longueur D d'être que 9999 avec des chiffres de 9 qui peut être divisé par ce nombre-là. Et donc, on peut avoir ce genre d'écriture. Ouais. C'est ça l'idée, en fait. Ouais. D'accord. Ouais. OK, très bien. Et donc, sinon, on peut aller voir les exercices de la feuille 5, qui est sur la notion de groupe. OK, donc, juste pour vous rappeler la notion de groupe, et donc, parce que ça, c'est essentiellement ce qu'on doit faire pour l'exercice 1, et après 2, c'est pour voir la notion de sous-groupe, et après, c'est le morphisme de groupe ou isomorphisme. Je crois que vous avez déjà vu ça juste vendredi dernier, c'est ça?
OK, donc feuille 5. Donc, qu'est-ce qu'un groupe G? Donc, un groupe, c'est un ensemble avec une opération. OK, donc c'est très important de retenir qu'en fait, c'est une paire de données, c'est-à-dire que ce n'est pas tout simplement un ensemble. On ne peut pas dire qu'un ensemble est un groupe parce que dans la définition de groupe, il y a deux types de données. Donc, il y a d'abord cet ensemble et il y a une opération qui est définie sur cet ensemble. Donc, dans ce cas-là, on note cette opération par étoile, mais en tête, on peut penser comme par exemple la multiplication ou l'addition dans le cas classique, c'est-à-dire que par exemple pour les entiers, pour les nombres réels et tout ça. OK, donc qui satisfont donc, c'est une paire de données qui satisfait trois conditions. Donc, d'abord, il y a l'associativité et après, on a un élément neutre. Et on a une inverse pour tous les éléments. OK. Associativité veut dire quoi? Veut dire que A étoile B, après étoile C est égal à A étoile, et en parenthèse, B étoile C. C'est-à-dire que c'est pareil. Si on... OK, du coup, c'est juste l'associativité pour l'addition ou la multiplication classique. C'est qu'on peut d'abord faire cette opération pour les deux derniers membres dans cette suite de trois éléments. OK. Élément neutre veut dire qu'il existe un élément E tel que EA est toujours égal à E est toujours égal à A lui-même pour tout A. OK, ça c'est l'élément neutre. Et après, l'inverse, c'est que pour tout élément A, il existe un élément qu'on note par A inverse, tel que A étoile A inverse est égal à A inverse, A est égal à E. OK. Donc, ça, c'est la définition d'un groupe. Et donc, maintenant, donc, bien sûr, la première chose à demander, c'est que est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Est-ce que comment on peut utiliser la définition pour vérifier si un ensemble avec une opération est un groupe ou pas? OK, ça, c'est le but de cette question. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est juste les trois propriétés demandées dans la définition. D'accord? Donc, c'est pour ça que toutes les définitions dans le cours sont très, très importantes, parce que déjà, dans beaucoup de cas, on peut montrer un énoncé juste par la définition. Et aussi, sinon, qu'on n'ait pas la définition, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que la définition est vraiment, vraiment très, très importante. Parfois, on peut avoir des critères, des propositions un peu plus compliquées pour montrer des trucs. Mais en fait, je crois que l'essentiel, c'est quand même d'abord connaître la définition. Et après, ouais, s'il y a des techniques, il y a des magies qui peuvent marcher, mais c'est mieux. Mais quand même, ça, c'est vraiment la chose de base, c'est les définitions, d'accord? Ouais, parfois, même si on ne connaît pas des critères comme de haut de gamme, c'est-à-dire qu'avec des outils plus avancés, parfois, on peut juste faire des calculs et on peut se débrouiller juste avec les définitions et on peut obtenir des résultats par nous-mêmes pour montrer des trucs. Et donc, ça, c'est aussi très sympa. Et donc, c'est pour ça que les premiers exercices sont toujours sur la notion, les définitions. OK, donc, premier exemple, l'ensemble N, qui est l'ensemble de nombres naturels, avec l'opération addition. D'accord? OK, on va voir ça. Avec l'opération addition. OK, est-ce que ça, c'est un groupe ou pas? Tu peux me dire? Oui, Non. c'est un groupe. Pourquoi? Oui, c'est Parce qui qu'on avait parle? trois. En fait, on était deux à parler, donc. Ah, OK, OK, OK.
OK, qui veut parler? Pour moi, c'est non, parce qu'il n'y a pas d'élément inversible. Ah, OK, OK. Aurélie a dit qu'il n'y a pas de nombre inversible. OK, par exemple, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un élément précis qui n'a pas d'inverse? Oui, parce que ça, c'est-à-dire que c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas, par exemple, pour 0, parce que l'élément neutre, c'est toujours, comme dire, son inverse, c'est toujours elle-même. Parce que 0, par exemple, dans ce cas-là, l'opération, c'est l'addition. Donc, c'est-à-dire, on voit bien que si on note ça par A, donc ça, c'est A moins 1. A est égal à E. Okay. Parce que 0, c'est juste l'élément neutre dans notre cas. Mais est-ce que pour les autres éléments, ils ont des inverses? Il n'y en a aucun d'autre qui a un inverse. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, pour n qui est strictement plus grand que 0 dans cet ensemble, donc il faut trouver un élément n plus quelque chose, parce que ça, c'est l'opération définie sur cet ensemble. Donc, c'est n plus quelque chose qui doit être égal à 0, parce que 0, c'est l'élément neutre. Okay. On n'a pas montré ça, mais ça, c'est juste par la définition. Il faut trouver un élément tel que E plus A est égal à A plus E est toujours égal à E, et on voit bien que 0 satisfait cette propriété. OK. En fait, on peut aussi dire que si ça existe, ça c'est unique aussi. Mais dans notre cas, ouais, ça suffit. On a déjà montré que ouais, il existe un élément neutre. Et ouais, donc en fait, on sait déjà que ça c'est juste moins 1 qui est l'inverse de n qui appartient dans Z. Mais moins 1 n'est pas dans notre ensemble en question. Donc ça, c'est pas un groupe. Parce que tous les éléments n'ont pas de inverse. OK. Et deuxième exemple, okay. Z avec l'application, avec l'opération addition. OK, donc c'est plus prometteur, parce qu'on voit que, par exemple, ici, ce qui n'est pas satisfait peut être résolu dans ce cas-là. OK. OK, donc comment montrer que ça, c'est un groupe, ou comment montrer que ça, c'est pas un groupe? Et donc, bien sûr, ça, c'est les 3 propriétés dans la définition à regarder. Associativité, est-ce que ça, c'est vrai pour l'addition dans Z? Oui, bien sûr, ça, c'est vrai, parce que ça, c'est ce qu'on a appris quand on était en école primaire, je crois. Et après, c'est élément neutre. Donc, c'est 0, comme on a déjà montré dans le premier exemple. Et est-ce qu'on a une inverse pour chaque élément dans cet ensemble? Oui, c'est vrai, parce que si on prend n quelconque, moins n est l'inverse de n. D'accord? Donc, les 3 conditions sont bien satisfaites. Donc, c'est pour ça que, ouais, ça, c'est un groupe. Et c'est pareil pour, je crois, il y a encore il y a encore 2 exemples avec l'opération de multiplication. Parce que ce qu'on a vu, c'est juste avec l'addition. OK, première question, associativité, c'est bon, parce que c'est juste l'associativité de la multiplication. Et après, élément neutre. Et ça, c'est pas 0 dans ce cas-là. OK, déjà, il n'y a pas de 0, mais en fait, parce que ça, c'est la multiplication, du coup, c'est 1. OK, parce qu'on sait que 1 fois quelque chose est toujours égal à quelque chose fois 1 qui est égal à lui-même. D'accord? OK, donc ça, c'est l'élément neutre. Et après, est-ce qu'il existe des inverses? Est-ce que tous
tout élément a une inverse. OK, ça, c'est pas vrai, parce que, par exemple, si on prend 2, dans cet ensemble, on sait que l'inverse de 2 devrait être 1 sur 2, mais 1 sur 2 n'est pas dans cet ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un nombre entier tel que 2 fois ce nombre-là est égal à 1. OK. En fait, avec le langage de sous-groupe, on peut aussi dire que, en fait, 2 a une inverse dans le groupe, par exemple, R, heu privé de 0 avec l'opération ou même Q, ça suffit en fait, avec l'opération de multiplication. Mais ici, donc on se demande si c'est ce sous-ensemble de ce groupe est un sous-groupe ou pas. Et donc en fait non, puisque l'opération de prendre l'inverse n'est pas close, c'est-à-dire que si on prend l'inverse de cet élément, ça tombe en hors de cet ensemble-là. OK. C'est-à-dire qu'on sait déjà que euh, ça peut être un groupe, c'est-à-dire que ce sous-ensemble peut engendrer un groupe dans un groupe plus grand, mais cet ensemble lui-même n'est pas un groupe avec cette opération définie. OK, dernier exemple. OK, j'ai déjà montré ça, je crois. R privé de 0 avec multiplication. Ouais, ça c'est bon, parce que je crois que c'est facile. Associativité, c'est bon. Et l'élément neutre, c'est juste 1. Et maintenant, le problème d'avoir des inverses sont résolus, parce que on sait toujours que si on a A, qui est il y a un nombre non nul dans R, et donc son inverse est aussi un nombre réel non nul. OK, donc ça, c'est bien un groupe. OK, donc ça, c'est pour la notion de groupe. C'est vraiment, comment dire, il n'y a rien de difficile, c'est juste pour savoir la définition. Et donc, il y a 3 étapes à vérifier. C'est-à-dire, par exemple, dans l'examen final, si on est demandé de vérifier si un ensemble avec une opération est un groupe ou pas. Donc, il faut vraiment suivre ces 3 étapes. OK. Parce que parfois, il y a des étapes qui sont trop évidentes. Par exemple, pour l'associativité, ça, c'est juste très évident que ça, c'est toujours vrai. Donc, on a la tendance d'oublier de faire cette vérification, mais il faut quand même le dire. Parce que ça, c'est vraiment inclus dans la définition d'un groupe. Donc, pour vérifier que ça, c'est un groupe, il faut bien vérifier que l'associativité est satisfaite. Donc, même si c'est facile, mais il faut dire ce mot que, ouais, on a bien l'associativité. Parce que sinon, on ne sait pas si, par exemple, si on prend juste une autre opération un peu aléatoire, ce n'est pas toujours vrai qu'on peut avoir l'associativité. D'accord? OK, très bien. OK, l'exercice 2, c'est la notion de sous-groupe. Donc, qu'est-ce qu'un sous-groupe? Et donc, en gros, c'est juste un sous-ensemble d'un groupe avec la même, opération. Et donc, dans ce cas-là, on dit que ça, c'est l'opération induite par, par, euh, par l'opération originelle. Et on veut que ce sous-ensemble-là forme encore un groupe avec cette opération. En fait, ça revient de vérifier que toutes les opérations sont closes dans ce sous-ensemble-là. C'est-à-dire que, bien sûr, on doit avoir l'élément neutre qui est dans cet ensemble et on doit avoir, ouais, si on prend 2 éléments quelconques et leur résultat d'après cette opération, par exemple, pour la multiplication, c'est leur produit, pour l'addition, c'est leur somme, ça doit être toujours dans cet ensemble aussi. Et, et aussi pour l'opération de prendre l'inverse, l'inverse d'un élément doit rester dans cet ensemble. Donc, pour montrer que 2Z est un sous-ensemble de Z, un sous-groupe de Z, et donc ce qu'il faut montrer, c'est juste, si on regarde, par exemple, les définitions d'un groupe, ce qu'il faut montrer, c'est juste les 2 dernières conditions. Parce que
l'associativité, on sait déjà que l'opération sur ce sous-ensemble est induite par l'opération originelle et donc bien sûr l'associativité est toujours satisfaite. Donc il faut vérifier d'abord si on a élément neutre qui appartient dans ce sous-ensemble et après si on a ah pardon, non, non, encore pour le première étape, il faut quand même dire qu'en fait, c'est-à-dire que d'abord, il faut être close, c'est-à-dire que cette opération doit être close par rapport à ce sous-ensemble. C'est-à-dire que si on prend deux, ok, je prends juste cet exemple, on prend deux éléments dans deux Z avec addition. Donc, ce qu'on doit montrer, c'est que, bien sûr, leur somme est aussi dans deux Z. Ok, parce que sinon, ça ne reste pas un groupe avec cette opération, parce que si on fait cette opération avec deux nombres quelconques, ça ne reste pas encore dans ce sous-ensemble, et donc il n'y a pas une opération bien définie sur ce sous-ensemble. Ok. En fait, il y a trois, donc soit on vérifie ça par la définition d'un groupe, c'est-à-dire que ouais, un sous-ensemble, c'est juste, un sous-groupe, c'est juste un sous-ensemble d'un groupe qui est lui-même un groupe. Et ça, c'est vraiment par la définition. Sinon, on peut aussi avoir deux autres critères. Et donc, quand est-ce qu'un sous... N'importe quoi, ok. H, ok, on a un sous-ensemble H qui est inclus dans G avec l'opération usuelle de G. Et un sous-groupe de G, si et seulement si. OK, donc, comment dire, le premier critère, c'est juste par la définition. On vérifie que ouais, ça forme un groupe avec l'opération définie par G. Ouais, sinon, on peut vérifier que l'élément neutre appartient à G et pour toute paire de, par exemple, A, B dans H, A étoile B, donc étoile, c'est l'opération en question, mais dans notre cas, c'est juste l'addition A étoile B est toujours dans H. Donc, on peut dire que ouais, avec l'opération et aussi pour l'inverse. Okay. Mais en fait, on peut combiner les deux critères en une critère. On peut dire que ouais, déjà, H n'est pas vide. Et pour toutes A et B dans H, on a A étoile B inverse qui est inclus dans H. En fait, ouais, ça, en fait, j'aime pas trop ce critère parce que c'est un peu moche, parce que ça correspond pas vraiment aux définitions d'un groupe, parce que ça correspond vraiment à toutes les définitions. On a d'abord cette opération qui est associative, et après on a l'inverse, et après on a l'élément neutre. Mais ici, c'est un peu, comme c'est un peu artificiel, mais c'est juste que, ouais, avec un peu de technique, on peut retrouver toutes ces conditions-là, parce que, par exemple, si on prend B, qui est juste égal à A inverse, on retrouve la condition que l'élément neutre doit être inclus dans H. Et si on prend A qui est égal à l'élément neutre et B juste un élément quelconque, on retrouve la condition que l'inverse d'un élément dans H est toujours dans H. Et si on prend B qui est égal à B inverse, et on retrouve juste cette condition-là, d'accord? Et donc, c'est juste avec cette écriture un peu plus compacte, on peut retrouver toutes les conditions demandées pour qu'un sous-ensemble soit un sous-groupe. OK, donc ce que je veux utiliser, c'est quand même ça, parce que ça, c'est plus intrinsèque et c'est aussi plus naturel par rapport aux définitions initiales d'un groupe. OK? Donc, ce qu'on veut montrer maintenant, c'est est-ce que 2Z est un sous-groupe de Z avec l'opération
qui est définie par l'addition classique. OK, donc 3 choses à montrer. D'abord, quel est l'élément neutre dans Z? C'est 0. Bien sûr, 0 est inclus dans 2Z. En fait, 2Z, c'est quoi? 2Z, c'est juste l'ensemble de tous les nombres, tous les nombres entiers qui sont divisibles par 2. Donc, c'est tous les nombres pairs, en fait, ou tous les nombres qui sont conclus à 0 modulo 2. Donc, on a vraiment plusieurs expressions, parce qu'on a déjà beaucoup de notions. On a le langage de classe de concurrence, on a le langage de groupe et aussi la notion classique de pair ou impair. OK, donc en fait, ça, c'est juste l'ensemble de tous les nombres pairs. D'abord, ouais, l'élément neutre qui est 0 dans Z est bien inclus dans ce sous-ensemble aussi. Donc 0 est concurrent, 0 est pair, et donc 0 est inclus dans l'ensemble de Z. Et après, si on a A et B, qui est dans 2Z, est-ce que A fois B est toujours dans 2Z? Oui, bien sûr, parce que ça, c'est juste les propriétés de classe de concurrence. En fait, modulo 2, c'est trop simple parce qu'on a beaucoup de langage pour reformuler cette propriété. On peut juste tout simplement dire que ouais, la somme de deux nombres pairs est toujours paire. Mais sinon, on peut dire que ouais, c'est juste que ouais, on a deux égalités de concurrence et on prend leur somme et donc on arrive à retrouver la condition demandée. Donc, c'est-à-dire que leur somme est toujours paire. Et après, si A est un nombre pair, et donc l'inverse de A est égal à moins A. Okay. Est-ce que moins A est toujours pair aussi? Bien sûr que oui, parce qu'on sait que moins 1 ne change pas la divisibilité du tout. Okay. En fait, on a déjà vu que pour la factorisation, on dit toujours que ouais, ça c'est unique on dit que, à signe près et aussi à l'autre près, parce que moins 1 ne change pas de grand-chose du tout. Et donc, pour définir par exemple le PGCD ou le PPCM, on peut, en fait, comment dire, a priori, on peut prendre soit un nombre positif ou moins 1 fois ce nombre positif, parce que ça ne change pas du tout la divisibilité par la définition de divisibilité. C'est juste par convention que, par exemple, pour le PGCD et PPCM, on prend un nombre positif. Et donc, on sait que moins 1 ne change rien. Et donc c'est-à-dire que si A est un nombre pair, et donc moins A est toujours un nombre pair, puisque les deux sont toujours dans la même classe de concurrence modulo 2. Donc, avec ces trois conditions, on vérifie bien que 2Z est un sous-groupe de Z. D'accord? OK. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même faire mieux. Il faut montrer qu'en fait, on a une application qui a isomorphisme entre Z et 2Z. Parce que intuitivement, 2Z est strictement inclus dans Z, mais en fait, les deux sont isomorphes. OK. Un isomorphisme, c'est quoi? OK, donc encore une fois, je vous rappelle de cette définition. OK. Un isomorphisme de groupe, c'est d'abord un groupe morphisme, donc c'est un homomorphisme. OK, donc en fait, il y a plusieurs conventions pour cette notion. Parfois, on dit juste c'est un morphisme de groupe, ou parfois on dit que c'est un homomorphisme. Et je ne sais pas, dans votre polycopier, le prof a choisi quel mot, mais c'est homomorphisme ou juste morphisme? Ou bon, OK, je vais juste utiliser morphisme. OK, du coup, un morphisme de groupe, c'est une application qui préserve la structure de l'opération. OK, OK. Un morphisme A, F de, par exemple, G dans G', c'est une application telle que F de GH est égal à F de G, F de H. OK, maintenant, en fait, il faut toujours écrire une étoile pour... Excusez-moi, Oui? concernant ce que vous demandiez, si le prof a utilisé le mot homomorphisme ou morphisme, Oui, c'est oui, oui, c'est morphisme. ça. Ah, c'est Ce mot-là homomorphisme?
Non, c'est morphisme. Oh, c'est morphisme. OK, OK, merci. OK, très bien. OK. Mais juste pour vous rappeler qu'en fait, dans certaines littératures, on utilise aussi le mot homomorphisme. Mais en fait, c'est juste la même chose que morphisme. OK, c'est pareil. OK. OK, donc, on a un morphisme de groupe de G dans G'. OK. Ici, OK, j'écris pas toujours l'étoile parce que il y a l'opération sous-entendue. Donc, GH, c'est juste l'opération définie sur G. Donc, G étoile H. Parce que sinon, ici, je dois utiliser un autre symbole pour une opération sur G'. OK, par exemple, j'utilise un carré. OK, parce que mais c'est un peu la galère et donc je n'écris pas ce symbole pour l'opération. Mais donc, c'est bien entendu que ouais, ça, c'est juste l'opération fait dans G et ça, c'est l'opération fait dans G'. OK, donc on peut dire qu'un morphisme de groupe, c'est une application qui préserve l'opération. C'est-à-dire que cette opération commute avec cette opération de F commute avec l'opération de groupe. C'est-à-dire que soit on peut faire d'abord l'opération de groupe, donc c'est étoile, et après on applique F, et ça nous donne la même chose que faire d'abord l'opération définie par F. C'est-à-dire qu'on prend d'abord l'image de F et après on fait l'opération de groupe définie en G'. OK, donc un morphisme, c'est une application qui préserve la structure de l'opération sur les deux groupes. OK. Et après, un isomorphisme, c'est un morphisme qui est bijectif, c'est-à-dire qu'on a une correspondance entre G et G' qui est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire que chaque élément dans G' a un seul élément associé dans G. Et c'est pareil pour tous les éléments dans G. OK. Donc, on a une correspondance qui a 1 à 1. OK. Donc, un élément correspond à un élément et seulement un élément. Donc, ça, c'est une correspondance bijective. En fait, ça, c'est équivalent à dire qu'il existe une inverse de F. C'est-à-dire que, OK, on peut trouver un comment dire, une application F inverse qui est de G' dans G, peut-être que F rond F inverse et ça nous donne l'inverse, ça nous donne l'identité de G et ça nous donne l'identité de G'. OK. Non, mais qui est aussi un morphisme aussi, oui, bien sûr. Oui. Oui, parfois, on peut trouver une inverse juste de niveau d'ensemble. C'est-à-dire que ouais, parfois, c'est facile de trouver comment dire, un correspondance juste pour les deux ensembles. Mais dans ce cas-là, il faut que F soit d'abord un morphisme. Et si F est déjà un morphisme, et ça, c'est bijectif, et du coup, l'inverse, qui est défini comme inverse, comme application d'ensemble, est automatiquement un morphisme aussi. Parce qu'on peut voir que, ouais, on peut juste imaginer que, ouais, on a d'abord G, et après, en dessous, on a G', et du coup, on a juste une correspondance qui préserve l'opération. Et donc, dès qu'on fait l'opération en haut, donc on a un tableau et donc on peut imaginer qu'on a un tableau qui écrit toutes les lois de cette opération, c'est-à-dire que si on prend A et B, ça me donne un élément et du coup, ça me donne un tableau en haut. Et du coup, pour ce tableau, ça, on a toujours une correspondance pour un élément en bas. OK. Et si ça, c'est une correspondance bijective, et donc ce qu'on fait en haut, toutes les opérations, se voient en bas. OK? Et parce qu'on sait que ça, c'est déjà un morphisme, c'est-à-dire que euh, ça nous donne aussi un tableau de cette opération pour le groupe en bas. Et donc,
s'il existe une inverse pour cette application, juste en tant qu'application d'ensemble. Et ça, c'est aussi une application qui a un isomorphisme, c'est-à-dire en tant que morphisme de groupe. OK. Donc, en gros, pour prouver qu'une application est un isomorphisme, il faut prouver d'abord que ça, c'est un morphisme, et après, ça, c'est bijectif. Pour montrer que ça, c'est bijectif, il y a plusieurs façons. Et d'abord, on peut, par exemple, trouver cette correspondance bijective par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut trouver une inverse. Il faut trouver une inverse, ou soit on peut trouver, par exemple, soit on peut montrer que ça, c'est à la fois injectif et surjectif. Okay. Injectif veut dire que il n'existe pas deux nombres distincts qui ont la même image, et surjectif veut dire que tous les éléments dans l'espace d'arrivée, ou dans le groupe d'arrivée dans ce cas-là, parce que c'est pas un espace, dans le groupe d'arrivée a au moins un antécédent. Okay. Bijectif veut dire que chaque élément dans le groupe d'arrivée a un et un seul antécédent. OK. Donc, dans cette situation de 2Z et Z, et donc on a déjà F qui est défini, oh non, c'est de Z à 2Z, donc on a une application F qui est définie par A envoyé à 2A. Donc, montrer que F, c'est un isomorphisme. Donc, comme je dis déjà, d'abord, il faut montrer que F est un morphisme. Donc, c'est-à-dire que F préserve l'opération de ces deux groupes. Donc, c'est-à-dire que pour A et P quelconque, F de A fois A plus B doit égaler à F de A plus F de B. Donc, on fait le calcul juste par la définition. F de A et B, c'est juste 2 fois A plus B. Et ici, ça me donne 2 fois A plus 2 fois B. Donc, c'est essentiellement ce qu'on appelle la distribuabilité, je crois, ou on peut aussi dire que c'est la compatibilité entre la multiplication et l'addition. C'est-à-dire que c'est la même chose si on fait d'abord la multiplication et après par ça c'est d'abord multiplication et après addition. Et ça, c'est premièrement addition et après multiplication. Et ça me donne la même chose. Et donc, ça, c'est juste le résultat classique de la compatibilité entre l'addition et la multiplication pour les nombres. Et donc, dans notre langage là, ça nous donne un morphisme de groupe, parce que l'opération de F préserve l'opération de groupe. OK. Et après, il faut montrer que F est bijective. Et donc, il faut trouver une inverse de F. Mais bien sûr, dans ce cas-là, c'est évident, parce qu'on sait que si A est envoyé à 2A, et donc comment on peut retrouver A à partir de 2A? C'est-à-dire que si B est égal à 2A, est-ce qu'on peut écrire A comme fonction de B? Mais bien sûr, c'est juste B sur 2. Et dans notre cas, ça c'est bien défini parce que B est dans 2Z, et donc B c'est toujours divisible par 2. Donc B sur 2 a un sens. Donc on peut bien définir cette application G, et on vérifie bien que G rond F et F rond G donnent respectivement les identités sur Z et 2Z, ou 2Z et Z. OK. En fait, il faut vraiment vérifier les deux, parce qu'il existe des cas où juste il y a une entre ces deux conditions qui sont satisfaites, mais pas l'autre. OK. Dans ce cas, on dit que ça, c'est juste une inverse à gauche ou une inverse à droite. OK. Est-ce que quelqu'un qui... Ouais, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple où, par exemple, G est juste... ou, par exemple, si on a F qui a un morphisme de groupe de G
dans G'. Et on peut trouver une inverse à gauche, mais qui n'est pas vraiment une inverse. Par exemple, c'est-à-dire qu'on a G tel que F rond G est l'identité sur G, mais G rond F n'est pas identité sur G'. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple comme ça? Okay. En fait, c'est pour ça que j'insiste qu'il faut pour montrer qu'une application, c'est l'inverse d'une autre application. Il faut vraiment montrer les deux. C'est-à-dire que les deux composés sont bien les identités respectives des deux groupes en question. OK, je peux vous donner un exemple très, très simple. Par exemple, je crois que vous avez déjà vu la notion de produit de groupe. OK. Ça, c'est un groupe. Ça, c'est... En fait, je crois que ce que vous avez vu, c'est plutôt G fois H, mais ça, c'est juste la même chose. Ça, c'est juste la convention pour dire que ouais, les opérations sont des additions sur tous les composantes. OK, c'est-à-dire que A est envoyé à A0 et on peut avoir G qui est AB envoyé à A. Déjà, la question, c'est pourquoi ça, c'est un groupe? Ça, c'est juste l'ensemble de tous les éléments, tous les paires comme ça. Et l'opération, bien entendu, c'est juste terme par terme. OK. Donc, on voit bien que si on définit F et G comme ça, on a ça, donc A envoyé à A0, et après A0 est renvoyé à A. Donc ça nous donne identité sur Z, mais pas l'autre, d'accord? Parce que pour l'autre, AB d'abord est envoyé à A, et après, pardon, et après, ce qu'on obtient après l'application de F, c'est A0. Donc AB devient A0. OK? Donc il y a des informations qui sont perdues. Donc, c'est pour ça que pour vérifier que, par exemple, G est l'inverse de F, il faut vraiment vérifier que les deux sont identités. Donc, ça ne suffit pas de voir juste un des deux qui est l'identité. D'accord? Ou on peut aussi montrer que ça, c'est une application injective et bijective. Et dans le cas d'un groupe, pour montrer qu'un morphisme est injectif est équivalent à montrer que le noyau est nul. Est-ce que vous avez déjà vu ça en cours? Parce que ça, c'est aussi une proposition. Quelqu'un peut me dire? F est un morphisme, donc F est un morphisme de groupe. F est injective si et seulement si le noyau de F est nul. Et nul veut dire que contient juste l'élément neutre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Personnellement, il me semble qu'on a juste défini le noyau. OK, d'accord. OK, donc vous n'avez pas encore vu ce critère, cette proposition. Mais en fait, ouais, ça, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour montrer l'injectivité. Et donc, dans ce cas, pour montrer que pour montrer qu'une application est est un isomorphisme, on peut montrer que ouais, ça c'est d'abord un morphisme et après ça c'est injectif et surjectif. Et pour montrer l'injectivité, on peut utiliser cette proposition, c'est-à-dire que un morphisme est injectif si le noyau est nul.
OK. Donc, si vous n'avez pas encore vu ça, donc je ne vais pas utiliser cet outil cette fois. Donc, ce qu'on utilise maintenant, c'est toujours les définitions, d'accord? Donc, c'est aussi pour ça que les définitions sont vraiment, vraiment très, très importantes. Et parce que je crois peut-être c'est la première fois que vous rencontrez toutes ces notions de groupe, de morphisme et de tout ça. Et donc, les premières choses à faire, c'est de vraiment voir des exemples avec les définitions. C'est que comment on peut utiliser les définitions à, à vérifier que tous les objets qu'on connaît déjà tombent bien dans cette catégorie de groupe et les opérations classiques qui correspondent aussi aux opérations euh, qu'on, comment dire, auxquelles on s'adresse ici. OK, très bien. Il nous reste encore 7 minutes, 6 minutes. Je crois on peut faire l'exercice 3. Parce que, en fait, les questions ne sont pas vraiment difficiles, mais je vais un peu lentement juste pour vous, juste pour vous assurer que ouais, comment dire, toutes ces notions sont vraiment importantes et donc il faut vraiment les connaître. OK, c'est les choses de base qu'on doit comprendre. OK, donc maintenant, on a 2 groupes. D'abord, c'est le groupe 2Z. Ah, en fait, 2Z, c'est juste ce que j'écris ici. Donc, et on veut montrer que, donc ça, c'est le groupe G. Et après, on a H qui est d'abord, donc en tant qu'ensemble, ça, c'est un sous-ensemble de G dont les deux coordonnées sont congrues modulo 2. Et d'abord, il faut montrer que ça, c'est un sous-groupe. Et donc, bien sûr, c'est aussi la même chose à montrer. OK, d'abord, est-ce que l'élément neutre appartient dans ce groupe? Donc, d'abord, il faut chercher l'élément neutre de G. Et ça, c'est évidemment 0, 0. Et 0, 0 appartient à H. OK, donc ça, c'est bon, cette condition est bon. Et après, pour deux éléments dans H, est-ce que leur somme est encore dans H? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que H est conclu à B modulo 2 par la définition de H, et H' est conclu à B' modulo 2. Donc, toujours par définition, A plus A' est conclu à B plus B' modulo 2. Donc, ça, c'est bon aussi. Et après, il faut trouver l'inverse d'un élément. OK. Donc, si on prend un élément quelconque dans H, donc son inverse dans G est juste moins A moins B. Et donc maintenant, la question c'est est-ce que moins A moins B est dans ce sous-ensemble H? Mais bien sûr que oui, parce que A conclu à B modulo 2 implique que moins A conclu à moins B. Comme on a déjà dit que moins 1 ne change pas la divisibilité ou la classe de congruence du tout. Parce que avec le langage abstrait qu'on a maintenant, on me dit que moins 1 est un élément inversible dans Z. OK. OK, très bien. Et donc, ça montre que H est un sous-groupe de G. OK. Donc, pour montrer qu'un sous-ensemble muni de l'opération de G est un sous-ensemble. Donc, ça, c'est les 3 étapes à suivre. Donc, d'abord, pour montrer que l'élément neutre est dans cet ensemble,
Et après, on prend deux éléments et on calcule leur somme. Dans cette question, c'est la somme, mais bien, c'est juste le résultat donné par l'opération et on montre que ça, c'est inclus dans notre petit h, au grand H, pardon. Et après, il faut montrer que aussi, si on prend deux éléments, si on prend un élément quelconque et son inverse, et aussi dans ce sous-ensemble. OK, ça montre que 2Z et... Oh non, c'est pas 2Z, mais H qui est défini par cette condition-là, est bien un sous-groupe de G. Et après, il faut montrer que, en fait, on a un isomorphisme entre H et G défini par UV envoyé à la combinaison linéaire des deux vecteurs 2, 0 et 1, 1 avec les coefficients U et V. OK. Mais bien sûr, on peut juste faire les calculs, on peut juste résoudre un système d'équations pour retrouver l'inverse de f. Mais ça, c'est pas très, ça c'est bien sûr faisable. Mais la première chose que je veux vous montrer, c'est que comment on peut trouver cette f, comment on peut savoir intuitivement que en fait ça c'est une application qui est bijective ou ça c'est un isomorphisme. Parce que la question en recherche, c'est souvent comment on peut trouver par nous-mêmes cette application. Et après, c'est la question de montrer ça satisfait bien la propriété qu'on veut. Donc maintenant, on veut que ça soit un isomorphisme, mais qui est plus important, c'est de trouver cette forme, l'écriture de cette application. En fait, on voit que Z2, c'est juste les points dans les plans dont les coordonnées sont des entiers. Donc, en fait, on peut les donner à un nom. On dit que ça, c'est les points entiers dans un plan. Et après, ce qui nous intéresse, c'est juste les points. Donc, ce qui nous intéresse, je veux dire, pour le sous-groupe H, c'est les points dont les deux coordonnées sont grand Q entre eux. C'est-à-dire que si, par exemple, le coordonnée X est pair, par exemple 1, 3, 5 et 7, on prend juste les coordonnées sur cet axe dont les coordonnées Y sont aussi impaires. Et après, c'est pareil pour ça. Donc, on peut bien voir que en fait, par une petite rotation, on voit que ça nous donne juste, comment dire, un grid, un peu comme ce qu'on a déjà vu pour tous les points entiers. OK. C'est juste qu'on change le point de vue, mais après, ce qu'il reste, c'est toujours une structure comme ça. OK. D'abord, c'est comme ça, et après, on voit qu'en fait, ça forme vraiment aussi la même structure. OK. Donc maintenant, en fait, ça veut dire tout simplement qu'on prend deux générateurs de ce groupe qui est 2, 0. Ah oui, non, ok, 0 doit être ici. Ok, pardon, j'ai pas bien... Non. J'ai pas bien défini. 0 doit être ici. Parce qu'on veut bien que, ouais, ça c'est 1, 1 et 1, 3. Et donc on a 2, 0, 4, 0. Ok. Ok, donc en fait, on prend juste deux éléments, 2, 0 et 1, 1, qui forment un ensemble de générateurs. Donc en fait,
C'est juste, je crois, ce que vous avez à peu près vu dans l'algèbre linéaire. Et donc ça, on prend juste 2 vecteurs et on prend toutes les combinaisons linéaires. Mais dans l'algèbre linéaire, bien sûr, les coefficients peuvent être dans un corps, par exemple dans Q et dans R. Mais ici, c'est juste les combinaisons avec des nombres entiers. Donc, avec ce type de combinaison, les résultats tombent bien sur les points entiers aussi. OK, donc ça, c'est vraiment l'image intuitive. Et donc, concrètement, comment on peut retrouver l'inverse de f? Et donc, d'abord, il faut montrer que f, c'est un isomorphisme. Donc, première chose à montrer, c'est que f est un morphisme. Donc, il faut faire le même calcul. Donc, je vous laisse le faire comme un exercice. Je crois qu'on va continuer à regarder ça lundi prochain. Donc, d'abord, il faut montrer que ça, c'est un morphisme. Mais ici, on a encore un petit souci, c'est que il faut montrer que ça, c'est bien défini. Parce qu'on voit qu'en fait, H, c'est est-ce que H, c'est défini par deux classes de représentants? Oh non. Ah OK, c'est bon. OK, dans ce cas-là, c'est bon. OK, donc c'est juste pour vous dire que, par exemple, dans certains cas, par exemple, si on regarde, un groupe qui est, par exemple, Z sur N, donc on peut écrire, un élément dans ce groupe comme juste, R, qui est une classe de concurrence. Mais en fait, il y a plusieurs choix de représentants pour cette classe de concurrence. Par exemple, dans Z modulo 5, pour la classe de 1, on peut prendre soit 1, soit 6, soit 11. Et donc, quand on définit une application par des formules algébriques, et donc il faut bien justifier que ça ne dépend pas de choix de ce représentant. Par exemple, si je veux définir une application de Z sur 5Z à, par exemple, juste quelconque. Et donc, je peux prendre A ici. Donc, je peux dire que ouais, j'envoie A à 0. Et maintenant, je peux dire que ouais, ça, c'est bien défini parce que parce que par exemple, A est envoyé à 1 est envoyé à 1, 0, et 6 est envoyé à 6, 0. Et les deux, en fait, les deux sont juste le même élément dans ce groupe. Et donc, pour que c'est vraiment une application, et donc bien sûr l'image d'un même élément, ça donne le même résultat aussi. Donc il faut montrer que les deux écritures qui sont différentes apparemment sont en fait identiques. Donc c'est-à-dire que dans ce groupe modulo 5, ça c'est identique. Et donc ça, ce qui n'est pas bien, c'est que par exemple si on définit A comme par exemple A plus 1, non, A plus 1, c'est bon déjà. OK, 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 par exemple, si je prends ça, OK, donc si je dis aussi que ouais, je prends juste un représentant A et j'envoie A à A, et donc ça, c'est pas bien, puisque par exemple 5 est envoyé à 5 et 0 est envoyé à 0. Mais en fait, 0 et 5 ne sont pas le même élément ici dans Z modulo de 5. Et c'est pour ça que dans cette question, par exemple, si on définit l'inverse de f, parfois il faut considérer ce genre de problème. OK, et aussi parce que pour le moment, les exemples qu'on a pour les groupes, ce sont plutôt les groupes de ce forme Z sur quelque chose, Z modulo quelque chose. Et donc parfois, si on définit un morphisme par une formule, on prend toujours un représentant. Et donc, la première question, c'est que est-ce que ce choix de représentant euh, n'a pas d'influence sur le résultat? Donc, il faut vraiment vérifier que cette application est bien définie dans le sens où ça ne dépend pas de choix de représentant. OK, donc je vous laisse faire cet exercice, et donc on se revoit lundi prochain. Merci beaucoup d'être venu ce soir, OK, même si il est déjà tard, et je suis vraiment très content
ouais, il y a beaucoup d'entre vous qui sont venus. Et, ouais, ouais. Je suis vraiment content de pouvoir faire les cours en direct avec vous. Il y a des questions encore? Non, merci, c'est bon. OK. Ouais, je crois que la connexion n'est pas très, très bonne aujourd'hui parce que je crois qu'il y a un peu de décalage, mais c'est bon. OK. OK, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, bonne Bonne soirée. nuit. OK. Merci, au revoir, monsieur. Merci, bonne Au soirée, revoir. monsieur. OK. Au revoir. Au revoir.